va se refaire la cerise. Le podcast de l'expert vélo avec Michael Carminati. Ces dernières années, avec l'essor des montres connectées, des capteurs et des applications spécialisées, un nouvel indicateur est devenu incontournable pour les cyclistes, la variabilité de la fréquence cardiaque ou HRV. Autrefois réservée aux scientifiques et aux entraîneurs de haut niveau, la HRV est désormais accessible à tous, amateurs comme professionnels. Elle permet de mieux comprendre comment notre corps réagit à l'entraînement, comment il récupère et comment ajuster sa charge de travail pour progresser sans risquer le surentraînement. Mais qu'est-ce que la HRV exactement ? Comment l'interpréter et l'utiliser pour optimiser sa récupération et ses performances? Quels sont les pièges à éviter lorsqu'on analyse ces données? Dans ce podcast, nous allons décrypter ensemble comment intégrer intelligemment la HRV dans l'entraînement cycliste. Et pour nous éclairer sur ce sujet, j'accueille Frédéric Hurlin. Vous écoutez On va se refaire la cerise, le podcast de l'expert vélo. Salut Fred. Ça va Mika? Ça fait plaisir de te retrouver. On est reparti, hein? On est reparti ici justement dans notre petit camp de base. C'est le QG, la Ultima, à Pras-sur-Arly. La Ultima Café, à Pras-sur-Arly. On a Lise qui est là, qui nous accueille. Sous la neige du mois de mars, on enregistre cette émission un 13 mars, il neige. Donc amis skieurs, vous pourriez encore venir partager un petit peu de ski de fond ici, hein, vers Pras-sur-Arly et sur Megève. Et ski alpin, là, je pense que la station sera ouverte jusqu'à la fin du mois de mars. Mais c'est vrai que là, on a un peu envie de ressortir les tuissards courts, les maillots manches courtes, mais pas aujourd'hui, hein. Fred, la HRV, cette fameuse variabilité de la fréquence cardiaque, c'est devenu un indicateur clé ces dernières années. Explique-nous un petit peu l'ampleur qu'a pris cette data. C'est vrai qu'à la base, c'était une data un petit peu complexe à mesurer. Il fallait des ceintures cardio-fréquence-mètre, des logiciels un petit peu compliqués. Et vraiment, les outils n'étaient pas très ouverts à l'amateur éclairé. Il fallait vraiment rentrer un petit peu dans de la science, dans du chiffre. C'était un petit peu compliqué. Aujourd'hui, on a plein d'outils qui sont accessibles, pas trop chers, et qui permettent de compiler de manière quasiment automatique la variabilité cardiaque, ou donc la HRV, la Heart Rate Variability, d'accord, en anglais. Donc c'est devenu un outil assez facile d'accès, et en fin de compte, ça mesure quelque chose de très simple. Ça ne mesure pas la fréquence cardiaque, comme une ceinture cardio-fréquence-mètre qu'on met à l'effort, lorsqu'on va rouler, lorsqu'on va s'entraîner. Ça va mesurer tout simplement les intervalles entre ces battements de cœur. Donc qui est 100 battements par minute, il y en est 50, là c'est pas le souci. Si on va par contre mesurer l'écart entre chaque battement de cœur. Et ça a un intérêt assez marqué lorsqu'on veut gérer un peu son état de forme, parce que cette variabilité entre chaque battement de cœur permet d'anticiper de la méforme. On s'est un peu trop entraîné, on est peut-être malade. Là, en ce moment, j'ai un exemple assez parlant parmi les cyclistes que j'entraîne. On a vu vraiment la grosse crève arriver et puis il a fini complètement KO. On a vu sa variabilité cardiaque s'effondrer. Et à l'opposé, on peut voir aussi la bonne adaptation à l'entraînement, à un stage d'entraînement, à des charges d'entraînement un petit peu élevées. Et ça permet d'anticiper, est-ce qu'il faut que je mette de la récupération? Je suis en train de trop me fatiguer, si je suis entraîneur, je suis en train de trop fatiguer le cycliste que j'entraîne. Ou à l'opposé, est-ce que le plan d'entraînement que je propose porte ses fruits? Mais Fred, ça nécessite, on est bien d'accord, d'avoir quand même du coup un historique, un passif. C'est-à-dire que si moi demain je te donne mes chiffres d'aujourd'hui, tu ne pourrais absolument rien en faire. Ouais. Ça nécessite donc... C'est un travail sur la durée, sur du long terme. Il va falloir vraiment compiler parce que la variabilité cardiaque, elle est différente chez chacun d'entre nous. D'accord? C'est vraiment ce qui se passe entre le cerveau et le cœur. Tout simplement, on va mesurer les écarts entre les influx nerveux qu'envoie le cerveau jusqu'au muscle cardiaque pour générer une contraction cardiaque. D'accord? Mais on n'est pas tous faits pareil. Déjà, naturellement, on n'a pas tous la même fréquence cardiaque maximale, la même fréquence cardiaque de repos, la même fréquence cardiaque lorsqu'on dort. Donc, vous imaginez bien que là aussi, les influx nerveux entre le cerveau et le cœur sont différents. Donc, il va falloir compiler pour comprendre le fonctionnement entre le cerveau et le cœur de chacun des sportifs qui va faire de la HRV. Et comme ça, on va pouvoir tirer des grandes directions pour dire, OK, là, attention, tu es peut-être un petit peu en surentraînement, ou dis-moi, tu ne serais pas en train d'être malade, ou et à l'opposé, là, a priori, l'entraînement, il se passe bien, tu es en train de bien l'assimiler, on peut continuer à s'entraîner, à mettre du volume ou à mettre de l'intensité. Ça veut dire que toi, dans un logiciel comme TrainingPeaks, le fameux WKO5, tu as ces indices-là qui sont suivis dès l'instant où tu injectes des données. Tout à fait. Moi, je vois sur les plannings d'entraînement, quand j'ouvre TrainingPeaks, j'ai le retour des datas
qui proviennent alors de montres connectées. L'Apple Watch est un peu la plus connue, hein, mais après tous les bracelets, tous les anneaux connectés qui envoient naturellement les informations en fin de nuit et à votre réveil à votre smartphone. Ce smartphone, souvent vous avez votre application liée donc à l'outil que vous utilisez. Ça me renvoie, si vous avez connecté cet outil à TrainingPeaks, moi je reçois tous les datas. Donc je pourrais presque faire, et notamment c'est ce qui se passe chez ce cycliste qui est un petit peu bien malade là en ce moment et qui a une bonne grosse crème, tous les matins, moi j'ouvre TrainingPeaks et je regarde où en est sa HRV. Juste une chose, un détail sur les capteurs. Les scientifiques, enfin les vrais médecins, disent que tout ce qui est anneau, montre, c'est assez léger comme capteur par rapport à une vraie ceinture, déjà qui est beaucoup plus précise. Donc il y a cette prise en compte quand même des datas. Alors, on voit chez certaines personnes, la HRV ne fonctionne pas. Ne fonctionne pas parce que tout simplement, ouais, le capteur est, vu que c'est au contact avec la peau, certaines personnes, par exemple avec la peau un petit peu trop grasse ou avec un système pileux un petit peu développé, ne serait-ce que sur le doigt, ça peut faire rien, mais c'est vrai, ça fausse la mesure et malheureusement, on peut rien en faire. Chez d'autres personnes, ça fonctionne très bien, mais c'est comme, vous savez, les capteurs de fréquence cardiaque qu'il y a au dos des montres en infrarouge, c'est le même principe. Chez certaines personnes, ça fonctionne très bien, chez d'autres, on ne peut pas se baser dessus. Malgré tout, on voit quand même des grandes tendances. Et chez un cycliste amateur, on va plutôt quand même aller chercher les grandes tendances. Est-ce que je suis en train de te surentraîner ou est-ce que le plan d'entraînement que je te propose, il est adéquat, ton corps progresse? On n'en est pas au point d'aller vraiment sur de la mesure médicale, où là, c'est vrai que la ceinture cardio-fréquence-mètre ou un électrocardiogramme, permet vraiment de mesurer très précisément la HRV. Pourquoi ces fameux intervalles sont un indicateur qui est plus pertinent qu'un nombre de battements de cœur, justement? Alors, tout simplement, c'est que notre cerveau, notre système nerveux autonome, celui qui permet de gérer la fréquence cardiaque sans qu'on ait à y penser, hein, on n'est pas constamment en train de se dire mon cœur, faut qu'il batte, donc c'est le système nerveux autonome, est beaucoup plus réactif que nos sensations musculaires, que le fonctionnement du muscle cardiaque en lui-même. Donc, on peut vraiment anticiper des moments de fatigue, une maladie qui arrive. Là, très clairement, vous voyez, je vous cite donc cet exemple de ce cycliste qui a chopé un bon virus. Alors de là à dire que c'est du Covid, enfin, c'est même pas, même les médecins ne savent pas trop ce qu'il a chopé, mais dans tous les cas, il a été bien malade. Et vraiment, on a vu s'installer une chute franche de la HRV. Et vu que je regardais seulement 2-3 fois dans la semaine, j'y ai pas forcément prêté plus attention parce qu'on arrivait en fin de bloc. Et lui, d'un seul coup, il me fait, sur une séance d'entraînement, il me laisse un petit commentaire: «Ah, je pense que je suis tombé malade». Et là, par contre, moi, j'ai fait le lien avec sa HRV qui chutait et on a vu derrière que sa HRV était complètement tombée. Mais avant qu'il me dise clairement: «Je suis malade», 3-4 jours avant, on voyait déjà sa courbe de HRV sur TrainingPeaks qui permet d'avoir quand même un contenu assez visuel, très lisible pour l'entraîneur ou pour le sportif. On voit cette courbe qui descend, qui descend, qui descend. J'aurais peut-être pu, moi, anticiper et me dire: «Ah, attention, tu es peut-être malade ou il y a peut-être quelque chose qui ne va pas». Alors, pour bien comprendre, parce que tu parles justement en analyse d'une courbe qui descend, ça veut dire que ce signal, cette donnée entre deux battements, quand elle descend, ça veut dire que c'est négatif. Explique-nous un petit peu quels sont les repères pour qu'on comprenne bien. Parce que je peux battre, par exemple, en effort à 180 pulsations et ma HRV peut descendre. Explique-nous comment on le capte et comment on l'analyse. Alors, tout simplement, c'est un petit peu, comment dire? C'est un petit peu l'opposé de ce qu'on pourrait penser. Une HRV qui est très régulière, donc des intervalles entre chaque battement de cœur qui sont très réguliers, c'est un mauvais signe. C'est un signe de mauvaise santé, en tout cas, ou de mauvaise forme. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises, mais je crois que quand c'est vraiment avec des intervalles ultra réguliers, sont constamment les mêmes, je crois avoir lu de mémoire que ça donne une espérance de vie à la personne de 15 minutes. Pour dire, hein, on ne recherche vraiment pas la régularité et la perfection dans ces battements de cœur. Il faut que ce soit des fois un petit peu rapproché, des fois un petit peu espacé. Ça, par contre, c'est un marqueur de bonne adaptation du système cardiaque. Mais ça reste quand même une chaîne qui se reproduit. Bien sûr, bien sûr. On va avoir un score qui monte quasiment tout le temps au même niveau pour une personne, d'accord? Donc ça va varier selon les gens, hein. Vous voyez, par exemple, pour ce cycliste, son score idéal, c'est entre 75 et 85. La donnée, elle est analysée en quoi quand tu dis 75 et 85? De mémoire, ce sont des millisecondes. Et là, en ce moment, c'est ultra régulier, mais il est à 35-40 millisecondes. Vous voyez, déjà, ça s'est effondré. Donc, par contre, plus votre score est bas, plus vous êtes en mauvaise forme. Plus votre score est haut,
que vous êtes en bonne forme. Il y a certaines applications qui vous font ça de manière très simple. Ça vous donne tout simplement un feu vert pour vous dire « Ouah, tu es en super forme », d'accord? Que ce soit vraiment très lisible hein, pour le cycliste amateur, pour le sportif amateur qui n'a pas envie de rentrer dans les chiffres. Et puis des fois, voilà, un feu orange, attention, là peut-être ta HRV en train de baisser. Et rouge, attention, là c'est très bas, il faut faire quelque chose sur ton entraînement. On va se refaire la cerise. Le podcast de l'expert vélo avec Frédéric Hurlin. On a aujourd'hui déjà une notion avec le capteur puissance et les watts. Il y avait déjà une info super précise pour le surentraînement. Et on disait que la fréquence cardiaque n'était pas forcément un super indicateur, parce qu'on peut avoir de super jambes, puis un cardio qui est bas, haut, enfin ça c'est propre à chacun. Mais du coup, cette HRV, cette variabilité cardiaque, elle vient confirmer les watts, ou c'est vraiment un indicateur qui est différent? Alors, en règle générale, quand votre HRV est très basse, hein, les watts ne sont pas là. Et du point de vue fréquence cardiaque, là aussi, on voit tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Ce qui est bien, c'est que c'est un indicateur qui permet d'anticiper. Vous levez le matin, vous regardez votre HRV, voilà, potentiellement votre application vous met un petit drapeau orange. Vous aviez prévu une sortie très très longue, un effort d'intensité un petit peu violent. Ça doit vous mettre tout de suite la puce à l'oreille et vous dire « Attention, là tu vas peut-être en faire un petit peu trop, ta HRV va encore tomber. Il faut modifier ton plan d'entraînement, il faut modifier ce que tu avais prévu. » Donc l'objectif, c'est vraiment d'éviter ce fameux surentraînement qui est une grosse plaie chez beaucoup d'athlètes, en quelque sorte, hein. Il y a beaucoup de cyclistes, mais beaucoup de sportifs d'endurance, hein, c'est un peu à qui en fait le plus, en se disant je serai encore plus fort, mais il y en a beaucoup qui creusent leur tombe au fur et à mesure, puis ils arrivent, ils sont complètement carbonisés au moment de mettre le dossard et de partir en course. Donc là, ça permet vraiment d'anticiper et d'avoir un regard un petit peu critique et chiffré sur des sensations. Il y a des fois, c'est vrai que le capteur de puissance, on n'a pas les jambes, mais les puissances sont là. Enfin, quand on va rouler. Là, potentiellement, au saut du lit, déjà, vous avez un autre indicateur qui déjà va vous annoncer que les jambes ne vont pas être extraordinaires et que vous aviez 4 heures de prévu ou une grosse séance d'intensité. Il va peut-être falloir aller juste faire un petit coffee ride, venir à la Ultima, boire un petit café, manger un petit cookie, et ça suffira amplement pour que votre HRV, votre forme remonte. Et le lendemain ou sur le lendemain, vous pourrez reprendre votre plan d'entraînement, le réaménager. Pour moi, la HRV, c'est vraiment une aide à la prise de décision. Parce qu'entre ce que j'imagine et ce que serait le développement physiologique du cycliste et de la manière dont il l'encaisse, moi, je ne suis pas dans leurs jambes, je ne suis pas dans leur corps. Et même, je ne suis même pas dans... Comment dire, ils peuvent me donner un retour écrit, vocal, m'appeler, me dire « Ouais, je suis en pleine forme ». Mais moi, je peux voir d'un seul coup qu'avec des chiffres, a priori, ce n'est pas ça. Tu te sens bien aujourd'hui, attention, dans 2-3 jours, tu vas te prendre un coup de batte de baseball derrière la tête. Donc moi, je vais anticiper. Je ne vais pas forcément le dire aux cyclistes, mais je vais pouvoir anticiper. Je vais reprendre le plan d'entraînement, peut-être le simplifier. Au contraire, on avait prévu de faire simple. Tu es en super forme. Au contraire, allez, on va monter, tu as un peu plus de temps, on va mettre un peu plus de volume. Ta séance d'intensité, on va peut-être en mettre un petit peu plus. Ton corps, il est apte à encaisser. Allons-y. Il y a quand même des facteurs, lorsqu'on fait de l'entraînement long notamment, qui voient des HRV qui baissent provisoirement. Mais du coup, comment tu fais pour différencier ça et pourquoi ça fait déjà une baisse temporaire? Et toi, comment tu fais pour voir que c'est juste lié à un entraînement long plutôt qu'une fatigue? Alors, cette baisse temporaire est normale. On va s'entraîner, on va rouler, on se fatigue. Donc, c'est cette réponse de fatigue. On peut poser le vélo, on se sent bien. Malgré tout, l'organisme, on a peut-être pioché. On a roulé 2 heures, 3 heures, 4 heures, selon son niveau, sa condition physique. Il y a une fatigue. Donc, il est normal que la HRV descende. Descendre et s'effondrer, c'est quand même un petit peu différent. Je reprends mon exemple de ce cycliste qui est bien malade. C'est vraiment un effondrement de sa HRV. C'est très simple, hein, c'est du moins 60% sur HRV. Et ce n'est pas un petit moins 20, moins 30%. Et qu'on va voir au bout de 48 heures d'ores et déjà remonter parce qu'il y a eu de la récupération. Non, là, c'est une baisse temporaire et minime, c'est normal, c'est de la fatigue. Alors après, ça peut être aussi influencé par une mauvaise nuit, par du stress, on ne s'est pas assez hydraté, tout de suite, ça se voit aussi sur la HRV. Mais quand ça s'effondre vraiment et de manière durable, là, par contre, il y a un petit warning qui doit s'allumer, il y a quelque chose qui ne va pas. Ou on est malade, ou on est surentraîné. Dans tous les cas, ce sont des chiffres qui vont venir confirmer des sensations ressenties par le sportif. En course, lorsque le cycliste est en compétition, une HRV élevée, c'est souvent lié justement à une meilleure capacité à réguler son effort. Mais comment ça fonctionne concrètement? Tout simplement, vous avez un cœur qui va être capable de monter très vite, très haut.
et redescendre très rapidement à une fréquence cardiaque d'effort moyenne. Quand vous faites des courses sur lesquelles il y a des relances, c'est un petit peu nerveux, il va falloir que votre corps et que vos jambes soient vraiment adaptables au fait que là, on roulait au train, vous étiez dans le peloton au chaud, ça roule, allez, j'en sais rien, moi, 34-35 à l'heure, et d'un seul coup, il y a un petit radar à grimper. Bah, si vous ne voulez pas finir décroché et sortir du peloton, il va falloir être capable de s'adapter tout de suite et que votre cœur accélère pour amener de l'oxygène aux muscles, qu'il y ait une production d'énergie pour que vos muscles écrasent les pédales. Et pour ça, il faut que ce soit réactif et que dans les peut-être 10, 15, 20 secondes, votre cœur il est accéléré correctement pour amener cette énergie aux muscles. Si vous avez une AHRV un peu basse, vous êtes surentraîné, en général, ça met du temps à démarrer. Et d'ailleurs, tout le monde le ressent lorsqu'on est fatigué. Certaines personnes, naturellement, sentent bien au bout de 20, 25 minutes, peut-être 30 minutes d'échauffement, puis se disent « ça y est, c'est bon, je suis débloqué, je peux rouler ». Puis quand on est fatigué, ça dure 30, 45 minutes, 1 heure peut-être, voire des fois on fait des sorties et on n'est jamais réveillé. Là, c'est un petit peu le même principe. En course, une HRV haute, ça veut dire qu'on est vraiment adaptable à l'effort. Quand la course s'énerve, on est capable de suivre ce train et surtout derrière, quand ça va se calmer ou parce que le parcours permet de récupérer, parce qu'on est un peu en descente, on est un peu moins en prise, le cœur il est capable de se calmer tout de suite. Quels sont les facteurs autres que tu parlais de maladie pour ton coureur, mais quels sont les facteurs autres qui influent sur la variabilité cardiaque? Alors, ouais, voilà, on l'a évoqué, donc la maladie, hein, ça c'est le premier truc. Et il y a quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans la compréhension de la variabilité cardiaque, c'est Rodolphe Boucher. Alors, qui n'est pas entraîneur de cyclisme, qui est entraîneur de gymnastique. Et il faut voir qu'au Pôle France de gymnastique masculine à Antibes, les jeunes, ils s'entraînent déjà 25 heures par semaine, en plus du collège et du lycée. Et donc, ça tire quand même pas mal sur l'organisme et sur un organisme en pleine croissance. Et lui, c'est vraiment un aspect de la mesure de l'état de forme de ces gymnastes qui l'a intéressé. Et il s'est très vite rendu compte qu'à partir de l'automne, lorsqu'il y a des rhumes, des grippes, des gastro qui commencent à traîner, il y avait c'était vraiment un indice d'anticiper la personne qui commençait à être malade et peut-être même presque la mettre en quarantaine vu qu'ils étaient en internat pour pas qu'il aille contaminer tout le groupe d'entraînement. Donc c'est clair que les virus tout de suite, ça se voit tout de suite. Donc on a parlé aussi de la fatigue. Alors, la fatigue soit de l'entraînement, mais encore une fois, une mauvaise nuit va tout de suite impacter la HRV, d'autant plus qu'elle est mesurée au saut du lit. D'accord? Donc, vous imaginez bien, vous faites une nuit agitée, vous vous couchez tard, vous avez... Pourquoi tu souris? Une nuit agitée, ça peut être tout simplement votre enfant, il est malade, Mika. D'accord? Vous vous couchez plus tard que d'habitude. D'accord? Tout de suite, ça va se voir sur la HRV. Mais encore une fois, vous êtes couché plus tard, vous avez fait un repas plus important, plus riche que d'habitude, ça a généré une petite baisse de la HRV et pas un effondrement. L'hydratation aussi? L'hydratation, bien sûr. Encore une fois, notre cœur, il est là pour faire circuler du liquide, le sang, et le sang, c'est majoritairement de l'eau. Si on est déshydraté, le sang est plus visqueux, le cœur galère un petit peu plus à pomper. Donc là aussi, ça impacte la HRV. Mais le stress de la vie générale, vous passez une sale journée, moi typiquement, j'habite dans un village de 300 habitants, vous m'envoyez à Paris, probablement que ma HRV en arrivant à Paris, c'est pas la même qu'en étant chez moi à Pras-sur-Arly. Qu'est-ce qu'un cycliste, du coup, peut adopter comme réflexe pour analyser sa HRV le matin? Heu, Alors ça se fait automatiquement, avec les outils connectés, ça se fait automatiquement. Et comme ça part directement sur les plateformes d'entraînement. Et si vous avez un entraîneur, moi je regarde, hein, j'ouvre TrainingPeaks, boum, chaque matin, à partir de 8 h, 8 h 30, j'ai ce retour où j'ai en plus souvent, ça mesure le sommeil profond, le sommeil paradoxal. Donc ça permet vraiment de voir, par exemple, une HRV qui baisse, me dire, ok, c'est quoi? Je regarde tout de suite sur le plan d'entraînement, qu'est-ce qui s'est passé la veille? Non, rien d'extraordinaire. Ça me permet par exemple d'un seul coup d'aller regarder quel est le sommeil. Ah ouais, mais par exemple, le sommeil profond, c'est un peu limité cette nuit. A priori, le sportif n'a pas bien dormi. Ça peut être ça. Si je suis pas sûr, moi tout de suite, je prends contact avec le sportif pour avoir peut-être des infos complémentaires sur comment ça se fait, pourquoi tu as la tête dans le cul, typiquement, ce matin. D'accord? Donc ça se fait automatiquement. Et moi, en tant qu'entraîneur, je regarde 2 à 3 fois par semaine la HRV. Donc une personne qui est équipée d'un anneau, d'un bracelet, d'une montre connectée qui mesure la HRV, ouais, avoir ce réflexe, je pense le lundi, le mercredi, le vendredi, d'aller regarder un petit peu quelles sont les valeurs. Si vous êtes très passionné, regardez quotidiennement, mais il ne faut pas que ça devienne non plus une lubie et que ça vous enferme dans une psychose de «Oh, ma HRV elle a baissé, oh je fais rien aujourd'hui», parce que sinon, attention, vous n'allez rien faire à l'entraînement. Dès que vous allez vous entraîner, et vous rentrez une séance d'intensité, d'accord, quel que soit le sport, votre HRV va baisser. C'est normal, d'accord? Mais regardez le lundi, parce que souvent les cyclistes roulent quand même pas mal le week-end, ils profitent du temps libre, donc voir un peu le lundi où on en est en début de semaine. Milieu de semaine, le mercredi, regardez pour voir un peu comment ça a été assimilé et ce qu'on récupère bien. Fin de semaine,
le vendredi pour savoir notamment qu'est-ce que je vais pouvoir rentrer le vendredi, qu'est-ce que je vais pouvoir rentrer le week-end, le samedi et le dimanche. Mais ça veut dire que ces données captées, elles peuvent pas l'être juste sur l'effort. Ça veut dire que c'est vraiment une obligation, entre guillemets, pour le cycliste de capter sa fréquence cardiaque sur toute la journée, toute la nuit. En fin de compte, les objets connectés mesurent, font ce qu'on appelle un tilt test qui dure à peu près 15 minutes. C'est programmé sur les appareils connectés, ça se fait en fin de nuit ou au moment de votre réveil. Parce que souvent, sur le tilt test, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait cette mesure quand vous êtes allongé, lorsque vous dormez. Le cœur ne travaille pas beaucoup, c'est facile de faire circuler du sang. En plus, vous êtes au repos, donc vous dormez, et de faire circuler du sang dans un corps qui est à l'horizontale, on ne lutte pas contre la gravité, et d'un seul coup, vous vous mettez en position verticale. Et là, par contre, notre cœur, il est en haut, et il va falloir faire descendre le sang dans les pieds. Ça, c'est pas un problème. Par contre, il faut le faire remonter. Et là, souvent, les gens qui sont un peu fatigués le sentent tout de suite. Ils ont les jambes lourdes au réveil. C'est ce que mesure, là aussi, la HRV. Et donc, ça se fait en matinée au réveil. On va se refaire la cerise. Le podcast de l'expert vélo avec Frédéric Hurlin. Comment intégrer ça dans l'entraînement au quotidien? C'est-à-dire que tu viens plus ou moins d'y répondre. Ça veut dire qu'en gros, il faut s'équiper d'un outil spécifique. C'est-à-dire que je ne vais pas m'amuser à mettre ma ceinture de fréquence cardiaque. Alors, une ceinture de fréquence cardiaque, Wahoo, Garmin, Polar, toutes ne mesurent pas la HRV. D'accord, déjà, voilà, vous achetez un compteur GPS qui a la ceinture cardio-fréquence-mètre, 9 fois sur 10, elle ne mesure que de la fréquence cardiaque. Ça veut dire qu'ensuite, il n'y a pas un logiciel pour interpréter ça. Non, non, non. Moi, typiquement, au début, j'utilisais donc des ceintures Suunto, mais qui ne sont vraiment pas faites pour être utilisées à l'effort. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de retour sur une montre pour voir combien bat mon cœur. C'est vraiment une ceinture qui a été faite que pour mesurer la variabilité cardiaque. Mais encore une fois, aujourd'hui, on a des montres qui font ça très bien, des bracelets, des anneaux qui font ça très bien. Donc autant utiliser ça. Souvent, voilà, alors la montre c'est un peu particulier, mais le bracelet ou l'anneau, voilà, c'est même assimilé plus ou moins à un objet de mode, voilà, parce qu'ils font des choses un petit peu esthétiques. Donc comme ça, vous l'avez, ça se fait automatiquement. Vous n'avez même pas à y penser, hein. Ça se fait automatiquement. La montre, par contre, voilà, ça oblige de dormir avec sa montre. Tout le monde n'aime pas forcément dormir avec sa montre, surtout que certaines montres sont un petit peu volumineuses. Mais ça peut être, c'est la chose qui se fait le plus naturellement possible via le bracelet, via l'anneau. Aujourd'hui, on disait dans le cyclisme que les watts étaient la valeur la plus fiable. Du coup, cet HRV, on peut estimer que c'est un outil qui est ultra fiable pour apporter une prise de décision supplémentaire? Ouais, bien sûr. Alors, les watts, c'est bien pour la mesure à l'effort. Mais là, on va pouvoir anticiper. C'est qu'est-ce que je vais demander justement en termes de watts, par exemple, à l'entraînement à un cycliste. Et c'est vraiment quelque chose qui marche très très bien. Aujourd'hui, il y a des préparations qui sont des préparations de très haut niveau qui sont articulées quasiment uniquement autour de la HRV. Plus bien sûr les ressentis du sportif, hein, ce que dit le sportif à son entraîneur. Mais on a des contre-performances quand on discute avec les entraîneurs. Ils vous disent « Ouais, mais moi je voyais que la HRV, elle n'était pas belle du tout. Je savais d'ores et déjà que ça n'allait pas bien se passer. » Et inversement, il y a probablement des entraîneurs qui vont vous dire « Ouais, mais là… il peut se passer plein de choses en course, mais je savais que mon sportif, il était en forme. La HRV, elle était au beau fixe, elle n'a fait que remonter. » Donc, ce qui fait qu'à l'entraînement, ça permet quand même d'anticiper un peu les embêtements et pas continuer à charger sur un organisme qui est fatigué, qui est malade, et potentiellement, là aussi, de valider qu'un plan d'entraînement, il est bien assimilé parce que la HRV, elle se comporte bien. Ça veut dire que ces dernières années, pour le cyclisme, enfin pour d'autres sports aussi, mais particulièrement pour le cyclisme, les watts sont apparus, c'est une révolution. Cette fameuse HRV est apparue. On a aussi maintenant le lactate. En gros, en moins de 10 ans, on a eu des capteurs beaucoup plus précis. Alors, le lactate, c'est intrusif, pas intrusif. Je crois que le mieux, c'est intrusif, je crois. Oui, oui, oui. Mais ça veut dire que tous ces capteurs-là permettent quand même de mieux gérer et du coup de faire mieux progresser le cyclisme. Alors, ouais, on maximise vraiment, on rentabilise au maximum le temps d'entraînement et ce qu'on va faire. Alors, chez un cycliste pro, c'est un peu facile, c'est son métier. Donc, dans l'idée, il a 8 heures par jour pour aller s'entraîner. On va peut-être pas lui mettre 8 heures d'entraînement dans la journée, mais voilà. Mais pour le cycliste amateur, qui a peut-être dans la semaine, peut-être qu'une heure, 1 heure et demie à dégager par jour, parce qu'il a une vie professionnelle, une vie familiale, il a peut-être d'autres centres d'intérêt aussi, ça permet quand même de bien valider que ce qu'on fait à l'entraînement, ça correspond à ce qu'il faut faire. Donc, alors, le lactate, c'est un petit peu particulier parce qu'il faut quand même une tierce personne pour venir potentiellement vous piquer le bout du doigt ou le lobe de l'oreille, récupérer une goutte de sang. Et donc, ça ne se fait pas à chaque séance d'entraînement. C'est, comme tu le disais, voilà, c'est intrusif. Les mesures de lactate non intrusives,
Ça va venir, ça va venir. Et je pense que ce sera là aussi quelque chose, ça va permettre vraiment de faire un petit bond encore dans l'entraînement, dans la gestion de l'entraînement. Et la gestion de course aussi, finalement, si Alors, on peut analyser une hypoglycémie, prévenir une hypoglycémie ou pas du attention, tout? par exemple, en cyclisme, on n'a pas le droit d'avoir un capteur, par exemple, de glycémie. C'est interdit. On ne peut pas, et même avoir le capteur sans avoir une lecture directe, par exemple, de la glycémie. Donc, le jour où on aura des capteurs de glycémie et de lactate en continu, sans que ce soit intrusif, de là à ce que ce soit utilisable en course, ça, c'est autre chose. D'accord? Par contre, à l'entraînement, c'est vrai que c'est pratique. Vous avez la HRV le matin, au lever. Ah, je suis en forme, je ne suis pas en forme. Ça confirme ou ça infirme mes sensations. J'avais ça de prévu à l'entraînement. On garde ou on change? Vous avez le lactate régulièrement avec votre entraîneur, avec une personne qui peut vous faire une mesure de lactate. On valide qu'il y a eu une progression. C'est-à-dire que par exemple, pour la même puissance, votre taux de lactate, il est plus bas. Donc, vous avez progressé. Et derrière, vous avez les watts qui vous permettent, quand vous pédalez, de voir ce que vous produisez effectivement sur le vélo, au-delà d'une simple vitesse, au-delà d'une simple fréquence cardiaque. Donc, c'est 3 outils qui vraiment permettent. Alors, ça enlève probablement le côté un petit peu plaisir, où je vais rouler, je me fais plaisir, et dans mon entraînement plaisir, bah ouais, il y a un tout petit peu qui est rentable pour ma condition physique. Le reste, ça a été juste du plaisir de balade, parce que c'est vrai que là, on se retrouve un petit peu dicté que par des chiffres. Mais si vous voulez progresser, que vous avez peu de temps à consacrer à votre pratique cycliste, à votre pratique sportive, même d'endurance de manière générale, ça permet quand même de rentabiliser le temps imparti pour la pratique. Donc ça répond à la question pour tout un chacun, comme moi, qui fait que quelques cyclosportives à mon petit niveau par an, ça peut être intéressant de suivre ma HRV ou ça s'adresse déjà plutôt à des coureurs qui sont Non, non. en élite ou des choses comme ça. Je pense que c'est bon pour tout le monde parce que au-delà de ça, même, ça vous permet quand même de gérer un petit peu ce que vous allez mettre dans votre journée. Là, on est sur un podcast cycliste, donc on parle de cyclisme, mais votre HRV, elle est basse et vous avez une journée de fou au travail. Ben, si vous avez cette possibilité de peut-être vous ménager un petit peu et de procrastiner certaines tâches que vous allez mettre le lendemain parce que ouais, ça se voit tout de suite, votre HRV, elle est basse. Vous n'allez pas pouvoir les assumer ou vous allez mal les faire. Euh, voilà, c'est au-delà même de l'entraînement, la HRV a quand même un intérêt. Un intérêt de se dire, OK, ce matin, je ne suis pas très en forme, mais c'est peut-être juste parce que j'ai pas encore eu mon café. Mais en fin de compte, non, c'est pas, même avec un bon café bien noir, pas trop sucré, ça suffira pas, parce que oui, je suis vraiment fatigué. Je pense, à mon sens, ça va peut-être même un jour devenir un outil de prévention de santé. Parce qu'encore une fois, vu qu'on peut anticiper une baisse de forme qui pourrait être potentiellement une maladie, vous imaginez un outil comme ça chez des jeunes enfants, et puis bah, à un moment, vous ne mettez pas forcément votre enfant à l'école parce que vous avez anticipé, j'ai pas, une varicelle, une gastro, quoi que ce soit, puis vous allez éviter de contaminer toute la classe. Là, la maîtresse ou le maître va grandement vous remercier. Qu'est-ce que tu peux donner comme conseil aux cyclistes qui commenceraient à utiliser justement ces fameux outils connectés pour analyser cette fameuse HRV? Est-ce qu'il faut tout de suite s'énerver à creuser les datas ou alors il y a une phase de début, il y a Ouais, c'est comme la puissance. Il faut compiler des données, d'accord? Je pense qu'un mois déjà, ça donne quand même des grandes tendances, d'accord? Et de la même manière, quand on roule, on met un capteur de puissance. Pendant un mois, on compile des puissances. Et ça permet d'avoir voilà, cette base un petit peu riche de données sur lesquelles derrière, on va pouvoir commencer à prendre des décisions, se dire là, je suis dans mes zones parce que mes watts, voilà, ça ressemble à ce que j'ai fait auparavant. Et de la même manière, sur la HRV, comprendre un petit peu notre fonctionnement que ben ouais, s'il fait un petit peu chaud, peut-être que ma HRV, elle descend un petit peu parce que bon, peut-être que mon organisme il n'aime pas trop la chaleur. Quand il fait froid, bah, je suis peut-être un petit peu plus haut. Que ben ouais, là, lorsque je fais une mauvaise nuit, ma HRV elle baisse de telle manière. Lorsque je fais une bonne nuit, je m'alimente bien, elle monte de telle manière. Que je réagis de telle manière à une séance d'intensité sur les intervalles courts, mais que je réagis probablement d'une manière différente sur les séances au seuil. Moi, typiquement, une séance au seuil, je finis, je suis en croix. Et probablement ma HRV plonge beaucoup plus que sur une séance d'intensité courte. Le problème, c'est qu'il faut passer un petit peu partout pour progresser. Donc, c'est-à-dire que je suis obligé de faire des intensités courtes, mais ces intensités longues aussi. Mais par contre, je vais peut-être organiser de manière différente ma semaine, parce que mon intensité courte, pardon, je vais pouvoir rouler dès le lendemain sans aucun problème, quasiment aucune fatigue, alors qu'une séance au seuil, probablement le lendemain, je vais peut-être même pas pouvoir rouler, parce que je serai vraiment très fatigué, mon organisme ne répond pas bien à ça. On est d'accord que les watts, on fait ce qu'on appelle une FTP pour juger son niveau tout au long de la saison, plusieurs fois régulièrement. Donc ça veut dire que la FTP évolue. Par contre, cette variabilité cardiaque, on a beau s'entraîner beaucoup plus, ce chaînage, il est toujours le même. Plus on sera entraîné correctement, plus on sera en forme, bien sûr, plus on va pouvoir gratter des points, d'accord, sur sa variabilité cardiaque. Mais si vous avez une variabilité cardiaque alors par exemple sur TrainingPeaks, voilà, je vous dis, c'est des scores, voilà, ça monte jusqu'à 100.
Si vous êtes à 80, vous avez peut-être bien entraîné, peut-être que vous allez monter à 80, 82, 83, et justement, ce sera vraiment un indice de là, tu es en forme. Mais vous n'avez pas monté à 100. D'accord? C'est pareil, c'est pas comme une VO2 max. Si vous avez 60 de VO2 max, c'est pas en vous entraînant que vous allez passer à 75 de VO2 max. Ça fonctionne pas tout à fait comme ça. Votre fonctionnement entre le cerveau et le cœur, c'est génétique, c'est comme ça. L'entraînement va permettre de l'exprimer, mais on va pas tout changer. D'accord? Vous êtes un petit peu construit comme ça et on ne pourra pas y faire grand-chose. Merci Fred pour ces conseils sur cette fameuse HRV. Ouais, cette HRV, ouais, pas facile à dire. Autant, sinon on peut la dire voilà, en français, variabilité cardiaque. On te retrouve bien évidemment sur tes réseaux sociaux. Sur Instagram, Azure Performance, et puis sinon sur mon site internet azureperf.com. Des petites nouvelles du team Pras sur Arly? Ouais, team Pras sur Arly Haute-Savoie, ouais, on a repris la saison. On a repris la saison avec un bon stage dans le sud de la France qui s'est conclu, c'était un petit peu particulier cette année, avec la première Coupe de France donc féminine de National 2. Et puis notre team finit 3e équipe sur cette épreuve. C'est bonne augure pour le reste de la saison. Merci Fred en tout cas. Salut Mika. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain podcast. Abonnez-vous à vos plateformes de diffusion favorites si ce n'est pas le cas. Restez abonnés à nos réseaux sociaux. Vous trouverez toutes les informations sur Instagram notamment. À très vite. Ciao, ciao. Retrouvez toute l'actualité de l'Expert Vélo sur www.l'expertvelo.com.